Hello Antoine, comment tu vas? Salut Bilal, ça va super et toi? Thanks, très bien, très bien. Depuis Genève en déplacement, mais ultra excité de t'avoir. De par notre historique, on a commencé l'entrepreneuriat ensemble, mais aussi pour la personne et le CEO, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'internationalisation, on va parler de scaling, des sujets qui excitent les entrepreneurs, mais qui sont quand même des milestones assez importants. Du coup, merci d'avoir pris le temps. On va essayer de se garder ça entre 30 et 40 minutes pour être swift et efficace. Euh, mais rapidement, Antoine, enfin, pour commencer, j'aimerais bien te laisser te présenter. Mais ne présente pas tout de suite Cryptio. Raconte-nous plutôt, avec tes mots, ton parcours jusqu'à Cryptio. Ouais, bien sûr. Alors j'ai un peu, je crois que tu cut un peu, donc je sais pas si c'est que pour moi, mais tu cut un peu. Euh, donc j'ai eu la moitié de ton, la moitié de ton intro, mais ouais, alors sur moi, donc j'ai j'ai 30 ans, j'ai commencé cette boîte il y a 6 ans. Euh, donc avant ça, il s'est pas passé grand-chose. J'étais j'étais en école de commerce. Quand j'étais en école de commerce, j'ai travaillé pendant un an dans un VC à Paris, un VC B2B, rien à voir avec la crypto, mais B2B qui investissait principalement dans des boîtes SaaS, dans des business un peu chiants, des trucs de compliance, des trucs de marketing automation, ce genre de choses. C'est un peu là-dedans que j'ai eu un peu une première exposition au monde de la tech et au monde du software un peu B2B. Euh, j'ai été, C'était qui j'ai, comme VC? Tu peux citer? ouais, c'est VetTech, un Ventech. VC, Ah un yes, VC ok. Un VC parisien, qu'aujourd'hui un VC européen. Ils ont des bureaux dans plusieurs villes en Europe et voilà, ils sont ils sont assez tradis, mais ils sont sur la place depuis très longtemps. Et ils sont bons. Ils ont pas un modèle un peu VC as a service où ils managent des comptes? Un peu VC quoi, pardon? Un peu VC as a service où ils managent des comptes? Tu m'entends? Je disais VC as a service. Je t'ai perdu. Ah merde. Je disais VC, je disais ils ont un modèle VC as a service où ils managent des comptes. Je crois pas qu'ils ont des fonds à proprement parler. Ou si ils ont Non, des fonds. non, non, non. Si, si, ils ont des fonds à travail proprement parler. C'est un vrai VC, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Je crois que le fonds sur lequel ils investissent, c'est un fonds de 300 millions d'euros. C'est genre leur, je sais pas, peut-être leur dixième fonds. Ils font ça depuis le milieu des années 90. Non, c'est très, très traditionnel comme modèle. Ok. Oh, bah, je dois confondre avec un autre nom. Et ouais, ils sont sur la place de Paris depuis très longtemps. Ils ont fait des super deals. Oui, je sais pas s'ils continuent à en faire, mais j'imagine. Parce que leur team est très bonne. Donc je faisais ça. Et en parallèle, quand j'étais chez eux, c'était un peu le début des ICO. Quand j'étais chez eux, je me souviens avoir dans le bureau de lire un peu sur de DAO, donc cette première, un peu la première DAO qui avait créé un peu un scandale avec cet énorme hack. Et donc tu vois, dans ce bureau de VC, un peu lire, découvrir un peu ce monde, cette espèce de nouvelle organisation qui essaie de concurrencer un peu le modèle de VC. Je me souviens avoir trouvé ça assez cool. Même si les mecs qui étaient dans le bureau à qui j'en parlais, ils trouvaient ça assez désolant, moi je trouvais ça assez cool. Bon, le outcome était un peu désolant parce qu'il y avait pas mal de thunes qui a été perdues. Mais voilà, j'ai un peu découvert la crypto à ce moment-là. Mais Et c'est d'ailleurs la DAO qui avait splitté, je crois, Ethereum en Ethereum classique. exactement, exactement. C'est la raison pour laquelle il y a un Ethereum normal et un Ethereum classique, en effet, en effet. Euh, et donc voilà, j'ai commencé à me lancer un peu dans le sujet. En fait, ce qui me faisait vraiment kiffer, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup, c'est bon, au-delà des premiers mois que tout le monde vit, qui sont genre, ah ouais, t'as un nouveau truc dans lequel tu vas investir, tu vas gagner de l'argent, etc. Bon, ça, évidemment, tout le monde passe par là, c'est cool, mais c'est pas non plus, ça va pas, enfin, c'est cool, mais c'est pas non plus passionnant. Euh, En fait, ce qui me faisait assez kiffer, c'était de voir un peu toutes ces boîtes qui commençaient à popper, toutes ces ICO qui commençaient à popper sur des trucs complètement différents, sur des secteurs complètement différents, avec des propositions de valeur complètement différentes. Euh, et même si évidemment, bon, on sait comment ça s'est terminé, mais c'était un peu la première vague qui montrait que bah, il y avait un potentiel de la crypto au-delà de Bitcoin et au-delà juste du use case de réserve de valeur, et qu'il pouvait y avoir plein d'industries qui pouvaient être impactées par la technologie.
Et ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez cool. Et, euh, et donc, en voyant ça, je me suis dit, c'est vraiment un milieu cool. On est vraiment tout au début. J'ai l'impression que c'est le bon endroit enfin, c'est un peu l'endroit où j'ai envie d'être. C'est un peu le bon moment. Et il n'y a aucun risque pour moi à commencer un business aujourd'hui en sortant d'école. Donc, construisons un truc qui suit un peu la traîne de cet écosystème. Et si ça va quelque part, et ben, mon business ira sans doute quelque part si j'exécute pas trop dans le mal, pas trop mal. Et si ça va nulle part et que tout va au shot, et ben, j'irai bosser chez McKinsey et voilà quoi. Donc, commencer à réfléchir à des sujets et voilà, après on parlera de ce que fait Crypto, mais commencer à bosser sur le sujet de Crypto qui sont sujets de compta et de reporting. Et voilà, c'est comme ça que Alors, ça m'a avant qu'on rentre dans Crypto, raconte-nous un peu plus ta jeunesse, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à aller à HEC? Pourquoi tu voulais aller faire une école de commerce? Euh, et, euh, et même, j'ai envie de dire, à quel moment tu as été piqué par l'entrepreneuriat ou qu'est-ce qui t'a mené vers, tu vois, le venture et Ouais. l'entrepreneuriat? Bah alors, je dirais qu'il y a. Bon, ce qui m'a mené à HEC, c'est genre très classique, parce que j'étais bon à l'école. Assez rapidement, j'étais assez ambitieux, j'avais envie de faire des trucs bien. Et donc, quand tu habites à Paris, que tu es bon à l'école, si tu veux faire un truc et que t'es pas un énorme matheux, si tu veux faire un truc bien, c'est HEC. Donc, on m'a dit, tu dois faire ça. Donc, j'ai fait ça. Et donc, j'ai fait une prépa et après, je suis allé à HEC. Donc, ça, c'est pas très original, mais c'est quand même pour ça qui s'est passé. Euh, Après, je me suis retrouvé à HEC. Là, il y a eu un peu une période d'adaptation où j'ai pas vraiment kiffé ma scolarité. Euh, j'étais un peu, j'étais un peu perdu. J'étais pas trop dans le mood. En fait, j'étais pas trop dans ce mood un peu HEC où j'avais déjà fait. Donc, il y avait déjà toute une partie de ma vie scolaire qui avait été un peu tracée. On m'avait dit, tu fais ça. Et après, genre la voie tracée d'HEC, elle me plaisait pas trop. Donc, genre, aller au rugby et aller au bureau des élèves, c'était un peu les trucs qui me faisaient pas trop kiffer. Et, et même, j'avais un peu du mal à fitter un peu avec le gros de l'école. Je me suis fait plein de super potes qui sont encore de très bons potes, mais j'avais un peu du mal à fitter avec tout ça, cette culture de campus, un peu ce truc de meute. Enfin, vraiment, ça me faisait pas trop kiffer. Ce truc que tout le monde va faire du consulting après. Enfin, voilà, tout ça m'intéressait pas trop. Euh, et j'ai toujours été très intéressé par la tech. Euh, donc j'ai toujours eu envie de travailler dans la tech en règle générale. Donc je me suis dit quand j'étais là-bas, il faut que je reste le moins longtemps possible sur ce campus parce que je m'emmerde grave. Et quand je reste sur ce campus, il faut que je fasse des trucs qui me font kiffer. Donc dans les trucs qui me font kiffer sur le campus, j'étais président d'une asso de musique électronique. En gros, on faisait des teufs sur le campus, ça s'appelait Ecstasy avec un H. On faisait ça et ça c'était bien. C'était un peu ma petite Ton bulle. échappatoire. Mon échappatoire. J'ai appris à mixer là-bas, qui est aujourd'hui genre collectionner des disques et faire de la musique, c'est une grosse partie de ma vie. Donc ça a vraiment décollé là-bas. Donc ça, j'ai kiffé. Et de l'autre côté, c'était bon, il faut que je leverage un peu le fait que je suis à HEC pour découvrir un peu le monde de la tech. Donc j'ai travaillé dans un cabinet, j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil digital, cabinet qui s'appelle Converteo. Je dis, il faut que j'aille travailler dans une grosse boîte tech française. Je suis allé chez Vente Privée. Alors, c'est peut-être pas la boîte la plus tech qui existe, mais c'est quand même dans C'est les quand même un grosses. symbole de la première boîte, de la première vague tech parisienne, quoi. Exactement, exactement. Donc voilà, dans ces deux tafs, j'avais des trucs très genre consultant data. Et la troisième expérience qui a duré un peu plus longtemps, c'était celle de VC. Et à la fin de cette, et quand j'étais dans le VC, donc après avoir fait les deux premiers trucs, et quand j'étais dans le VC, en fait, il y a plusieurs un peu convictions qui sont nées de cette idée, de ces courtes expériences. La première, c'est que j'ai un peu du mal, j'ai pas envie enfin, cette idée de voir une carrière et d'avoir des boss qui m'aident, enfin d'avoir des boss à qui je dois reporter et de devoir monter les échelons comme ça dans une organisation comme celle de vente privée, ça c'était vraiment genre pas pour moi. Et l'expérience chez vente privée m'a vraiment convaincu, même si c'était cool, m'a vraiment convaincu que jamais je travaillerais dans une boîte comme ça. Euh, et l'expérience du VC et du conseil m'a aussi convaincu du fait que j'ai pas envie, en tout cas, de commencer ma carrière en étant dans la posture du mec qui conseille et qui donne son avis. Je vais plutôt envie de commencer ma carrière dans la posture du mec qui fait, quoi. Euh, et donc, ces deux trucs te poussent naturellement vers l'entrepreneuriat. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait un peu, genre à ce moment-là, t'as aucun risque
T'as aucun risque, il y a aucun risque à prendre dans ta vie. Genre, si tu t'as fait une bonne école, si tu te foires, si tu te lances et que tu te foires, bah, je vais apply dans un cabinet de conseil ou je sais pas où, ou en finance, je sais pas où, et j'aurai un taf qui me permet de financer ma vie. Donc le risque après, le jump vers l'entrepreneuriat était pas très gros, mais ouais, non, depuis tout petit, en fait, le monde un peu, enfin, les grands entrepreneurs m'intéressent enfin, Est-ce que j'admire. dans ta famille, c'est des entrepreneurs? Il y a quelque chose qui t'a façonné? Non, dans ma famille, c'est pas des entrepreneurs. Mes parents sont pas des entrepreneurs. Euh, ils ont tous les deux eu des super carrières, mais dans des mondes relativement corporate. Euh, le seul entrepreneur de ma famille, c'est mon frère, qui est marchand d'art et qui est parti de rien et qui aujourd'hui a vraiment un super business. Donc on est Tout devenus grand des frère ou entrepreneurs. petit frère? Mon grand frère. Ok, nice. Et qui est d'ailleurs le premier mec à avoir investi chez les crypto. Énorme. Euh, et voilà, qui est le premier à avoir investi chez crypto et qui est le premier mec aussi à avoir gagné pas mal d'argent de cet investissement. Donc ça, je suis assez fier, je suis assez content. Mais Excellent. non, non, c'est plutôt un peu, tu vois, une volonté de faire mon chemin, de pas d'arrêter cette histoire de dire que je fais la HEC parce que c'était le meilleur truc et après en fait à un moment bon tu veux te mettre ton propre destin et moi je veux vraiment que ce destin il soit entre mes mains et entre les mains de personne d'autre et donc c'est ça qui m'a un peu convaincu à commencer Tout à fait. crypto et après à rester sur crypto parce qu'on en reparlera mais il y a eu des up and down et il y a eu des moments où j'aurais pu lâcher et aller apply ailleurs mais voilà c'est ça un peu les drivers. Excellent, très solide. En fait, je veux revenir sur deux trucs qui sont très importants et que je pense qui apportent de la valeur à ceux qui nous écoutent. C'est que, un, en effet, l'école, c'est où tu ailles, c'est ce que tu en fais. Et donc, si tu participes à différentes initiatives associatives qui te forment, en fait, qui te forment au project management, qui te forment à fédérer des people, qui te forment à exécuter, qui te forment à communiquer. En fait, c'est un peu toute la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat. Moi aussi, je me reconnais, j'ai eu pas mal d'expériences entrepreneuriales, enfin d'expériences associatives, pardon, pendant mes études, et c'est vraiment ce qui a forgé mon caractère. Et puis la deuxième chose, euh, mince, qu'est-ce que je vais mentionner? Euh, Ouais, en fait, sur le fait qu'on n'a rien à perdre. En fait, on a une chance inouïe d'être en France, d'avoir plein d'aides, d'avoir plutôt, même si t'as pas fait HEC, d'avoir un diplôme qui peut te permettre de prétendre à différents tafs. Et en fait, t'as 1 an, 2 ans, c'est rien du tout sur l'échelle d'une vie pour te donner Exactement. la chance d'avoir la liberté de faire ce que tu veux. Parce qu'en fait, tu le sais pas au début, et puis ça s'affine au fur et à mesure, et que ce soit ton rôle ou ce que fait ta boîte s'affine au fur et à mesure et c'est Exactement. cet exercice qui est passionnant. Alors raconte-nous un petit peu rétrospectivement, qu'est-ce que tu retiens du début de Cryptio, quel a été le déclic qui t'a permis de passer à un niveau supérieur. Alors, Je me souviens de nous, naïfs entrepreneurs en 2018-2019 à Station F, à enchaîner les rendez-vous, à embaucher des stagiaires pour développer nos produits. ouais, et à faire tout ça, et nous, enfin, je vais expliquer un peu ce qu'on fait, mais nous, on est une boîte B2B et essayer de faire tout ça depuis Paris, faire tout ça depuis Paris en 2018-2019, c'était un peu compliqué. Mais en gros, donc nous, déjà, en 2 mots, ce qu'on fait, c'est qu'on bosse avec des grandes boîtes de l'écosystème crypto et, euh, et on construit toute l'infrastructure de données qui permet à cette boîte d'opérer de manière compliant. Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'elles utilisent notre software pour pouvoir automatiser tout leur reporting comptable, leur reporting financier en règle générale et couvrir toute la partie reporting de compliance. Donc, il y a de plus en plus de réglementations qui se mettent en place, que ce soit avec MiCA en Europe, que ce soit avec VARA à Dubaï, par exemple. Et il y a de plus en plus d'obligations de reporting des boîtes. Et donc, nous, elles utilisent notre software pour pouvoir automatiser la partie reporting. Donc, c'est ça qu'on fait. Et l'idée initiale, elle était assez similaire, enfin, elle était très proche. Donc, en gros, l'idée, c'était d'un côté, on voit en 2017-2018, on voit arriver toutes ces boîtes ICO sur le marché. Donc, c'est un peu la première wave de boîtes qui détiennent des cryptos, qui hold des cryptos, qui utilisent des cryptos. Et l'idée était simple, c'est on va faire un pari sur le fait qu'il va y avoir de plus en plus de boîtes comme ça. Certaines de ces boîtes vont construire des produits qui ensuite vont être utilisés par d'autres boîtes. Et donc ensuite, de plus en plus de gens, enfin de boîtes vont utiliser des tokens
Et ça va engendrer des conséquences de reporting et des conséquences particulièrement, enfin surtout comptables, qui était notre focus initial. Et donc nous, c'est ça le problème qu'on a adressé en premier. Et donc en 2018, fin 2018, début 2019, ce que je fais, c'est que personne, évidemment, enfin, personne bossait sur ce sujet-là. C'était un peu tous les gens qui voulaient bosser en crypto. Tu vois, c'était quand même un peu un drôle de problème sur lequel se concentrer si tu voulais bosser en crypto. Tu avais un peu envie de faire ce que vous faisiez tous à Station F, genre vraiment construire des boîtes qui utilisent la crypto pour faire des trucs cool, mais genre la position du comptable, c'est pas trop la position la plus cool, quoi. Euh, mais bon, moi je trouve qu'il y a de la valeur. Ça, c'est un peu Mais l'expérience c'est la solution dont tout le monde a besoin. voilà, exactement. Ça, c'est un peu l'expérience de quand je travaillais justement chez Ventech, où en fait, tu vois que les business les moins sexy, il y a un peu une corrélation entre valorisation d'un business et quel point il est sexy ou pas, avec évidemment quelques exceptions. Mais donc, du coup, ce que je fais au début, c'est que je vais sur ce site qui s'appelle ICO Bench, qui en gros liste toutes les ICO, qui en gros, je pense aujourd'hui est illégal, parce que genre 90% des trucs qui étaient listés étaient des énormes scams. Et je fais des outreach, j'appelle les gens en leur disant, je pense que plus tard, vous allez avoir des sujets de compta. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Parce que nous, on est chaud pour résoudre le problème. Et là, en fait, si tu veux, le premier un peu apprentissage, c'est que tout est une question de timing. Et qu'à l'époque, les gens s'en battent les couilles, en fait, Ouais, de la compta. De la compta. c'est ce Euh, que j'allais dire en fait. Déjà, le premier move ultra bold, c'est d'être en B2B au lieu d'être en B2C. Et tout le monde parlait d'investissement. Les ICO levaient de la thune pour créer leurs produits. Et toi, tu es parti en B2B. Exactement. Donc ça, c'était les premiers trucs. On avait commencé dès les premiers mois, on avait un MVP B2C, donc pour aider des gens à déclarer leurs impôts. On a très vite arrêté pour plein de raisons, et on s'est très vite retourné vers le B2B en se disant que c'était une plus grosse opportunité, mais qui allait prendre plus de temps. Donc là, en gros, tu dois accepter que ça va prendre du temps, parce que on a commencé vraiment le B2B fin 2018, début 2019, et là, ce bear market, il était quand même très très hard. Et donc, je pense qu'on a déposé les statuts de la boîte mi-2018. Bitcoin, enfin, du début de l'année, il était à 20 000. Un an après, il était à 3 000. Et la courbe des ICO, qui était un peu notre marché adressable, en fait, bah, non seulement en C'est valeur, effondré. il était petit, mais il faisait que s'effondrer tous les jours. Donc là, il y a soit il y a, enfin, il y a un certain niveau de conviction à avoir, quoi. Donc ça, je pense que c'est un des premiers apprentissages. C'était genre, soit tu dois accepter, enfin, tu dois avoir une conviction qui est très très forte pour continuer. Euh, mais après, quelle est la différence entre la conviction et l'entêtement? Tu vois, je sais pas trop. Nous, c'est avéré qu'à la fin, bon, ça a payé. Mais il y a eu cette longue période un peu de remise en question. On s'est dit, mais pourquoi en fait je me lève pour faire ça? Les gens à qui je parle, c'est 90% des énormes scammers qui s'en battent les couilles de ce que je leur raconte et qui veulent pas me parler. Et les 10 autres pourcents, en vrai, ils sont déjà un peu en train de galérer. Tu sais pas trop si des gonna make it ou pas. Donc, Ils en vont vrai, délivrer déjà. ouais. Est-ce que tu peux Euh, nous expliquer vite fait pourquoi déjà, je pense que c'est important de t'entendre avec tes mots, la différence entre l'angle B2B et l'angle B2C? Pourquoi tu pensais qu'il était plus sain et plus périn à long terme, l'angle B2B? Parce que je pense qu'il y a plusieurs éléments. L'angle B2B, déjà, il y avait un premier truc donc on avait sorti ce MVP, qui était un MVP focus sur la France. Donc c'était vraiment, il se focusait sur vraiment, il y avait 20 personnes à l'époque en France qui voulaient déclarer leurs enfants en crypto. Donc on avait développé notre MVP pour eux et on leur demandait de payer genre 200 balles. Donc le marché adressable, il était genre littéralement de 40 000 balles. Euh, Et même s'il n'y avait pas beaucoup de gens, en fait, on s'était rendu compte assez rapidement de l'enfer que c'est d'avoir comme client des traders crypto. Je pense que c'est le pire persona qui existe, c'est le trader crypto. Euh, Parce que déjà, quand tu essaies de construire un produit from scratch et tu sais pas trop où aller, tu vois, tu as envie de créer des relations avec les gens, tu as envie de faire des calls avec les gens, tu as envie de voir leur tête, tu as envie de voir comment ils réagissent. Et le trader crypto, il vit caché et il veut pas trop te parler. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que bah, le trader crypto, il est évidemment extrêmement soumis à la volatilité des cours. Et donc, en 2018, c'était un bon moment pour pouvoir lancer ce truc-là, parce qu'en 2017, ils avaient gagné beaucoup de thunes. Si on avait fait ça en 2019, franchement, c'est 20 personnes qui avaient, c'est 40 personnes qui avaient, il y en aurait vraiment eu plus beau, il y en aurait vraiment eu encore moins. Donc
volatilité du marché et nature en tout cas du persona à l'époque faisait que c'était vraiment pas un bon marché. Et moi, en tout cas, j'avais pas envie, j'avais pas envie de me lever tous les jours le matin pour pouvoir résoudre les problématiques de ce type de persona. Ça me faisait pas trop kiffer. Donc ça, c'est les premières raisons. C'est un peu le push factor du retail et un peu le pull factor du côté B2B. Enfin, non, c'est aussi push factor en fait côté B2C, c'est que quand tu focuses sur les taxes pour des individus, le, la personne s'attend à ce que l'intégralité du problème elle soit résolue et qu'en gros, il s'attend à avoir une solution qui est qui est construite sur mesure par rapport à leur juridiction. Donc, tu t'attends en tant que trader français à avoir ton formulaire que tu vas envoyer aux impôts qui est, tu vois, qui est déjà pré-rempli où tu n'as rien à faire. Tu pousses tes trucs et tu l'envoies. Donc, ce qui veut dire que tu dois construire des solutions spécifiques par pays. Et donc, tu dois choisir un pays en premier. Là, en l'occurrence, ça aurait été la France, qui est vraiment un marché qui est pas terrible. En tout cas, en plus, surtout à l'époque. Et une fois que tu as fait ça, une fois que tu as grossi et que tu as eu tout le marché, tu dois aller chez ton voisin. Sauf que chez le voisin, en fait, il y aura sans doute un mec qui a déjà commencé avant, qui est, si tu veux aller en Allemagne, tu avais une boîte qui était là, en Allemagne, qui allait faire la même chose. Et donc, tu allais te retrouver dans un marché où tu dois grossir de marché en marché, avec à chaque fois un go-to-market différent, des produits différents, et c'est vraiment une galère. Et la dernière raison, c'est que nous, dans ce qu'on fait dans la partie B2B, on n'a pas besoin d'être focus comme ça sur des juridictions. Et la dernière raison, c'est que tu peux pas trop grossir après. C'est-à-dire, une fois que tu as fait, si tu as la meilleure solution de taxe du monde, en fait, trouver d'autres raisons et d'autres produits et d'autres fonctionnalités que tes utilisateurs sont prêts à payer, enfin, ils sont prêts à payer plus pour cette fonctionnalité, en fait, il y en a très peu. Et des trucs de taxes crypto, il y en a des centaines. Et il n'y en a aucun qui a réussi à craquer ça, c'est-à-dire au-delà du moment où le mec a besoin de toi, au moment de la tax season, et il va te payer, je sais pas, 100 balles, 200 balles ou peu importe. Dans le reste de l'année, il n'a pas trop besoin de toi, il y a très peu de choses que tu peux faire pour lui. Euh, donc c'est très difficile d'upsell, c'est très difficile de contrer la saisonnalité du business, tandis que sur la partie B2B, il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a un besoin continu. Tu peux aller bien au-delà de juste la partie fiscale et comptable et adresser toute la partie de reporting financier, etc. Donc il y a une histoire et une boîte beaucoup plus grosse et beaucoup plus internationale depuis le début à construire sur le B2B que sur le B2C, au-delà du fait que jamais j'aimerais travailler pour des traders crypto. Non, mais tu as raison. C'est très clair ce que tu as dit, mais je voulais juste clarifier la saisonnalité. En fait, tu vois, la personne retail, elle déclare ses impôts qu'une fois dans l'année. En fait, elle te paye qu'un un moment dans l'année et tout le reste du temps, il se passe pas grand-chose. Et Non. là où il y a besoin de beaucoup plus de continuité, comme tu disais, en B2B, parce qu'en fait, tous les mois, ils doivent émettre des factures, tous les mois, ils doivent reporter aux différentes institutions et payer leurs taxes associées. Et c'est clairement plus périn. Alors, raconte-nous un petit peu ta vision d'être un CEO, founder, non-tech d'une boîte tech. Ça, je sais que tu as pas mal de choses à dire Ouais. et clairement, les gens qui sont pas business et qui sont pas tech, excuse-moi, tu vois, ils sont toujours bloqués. Il leur faut absolument un cofondateur. Ils prennent un mec de 42 qui nomme CTO. Euh, Partage un petit peu ton expérience là-dessus parce que elle est clairement Ouais. très Alors, intéressante. moi, j'ai commencé à faire ça. Quand j'ai commencé à bosser sur la boîte, assez rapidement, je me suis dit, il me faut absolument un cofondateur. Il faut un cofondateur technique, parce que sans cofondateur technique, je peux rien faire. Et donc, le tout premier, en fait, le premier gars avec lequel j'ai commencé à travailler, c'était un vrai un gars de 42. Euh, et donc, c'est J'ai avec rien le. contre les gars de 42 en fait. Là où je voulais appuyer, encore une fois, c'est juste pour dire Non, non, il mais y a il est une super certaine bien. seniorité à avoir pour pouvoir prétendre à un Ouais, vrai ouais, rôle complètement. de technical officer sur le long terme. Et bon, ça l'a pas. Voilà, et pour des questions un peu de. Enfin, pour plein de questions différentes, ça a bien marché sur le 0 to 1 sur la partie MVP. Et ensuite, ça l'a pas fait. Mais pour autant, je me suis quand même dit, il faut quand même un CTO, il faut quand même un confondeur technique. Et donc, il faut absolument le remplacer. Et il faut le remplacer sur le même modèle, c'est-à-dire vraiment le modèle de cofondateur où tu splits les parts, etc. Donc, j'ai refait ça euh, quelques mois après avoir commencé. Et ensuite, cette personne est partie à peu près un an et demi après avoir commencé. Et donc un an et demi après avoir commencé, en gros, au plein milieu du Covid, parti en avril 2020, je me suis retrouvé tout seul. Et là, j'ai dû poser la question de
est-ce qu'on refait la même erreur ou est-ce que je refais la même chose pour la troisième fois? C'est-à-dire, je retrouve un cofondateur technique et c'est vraiment cofondateur, donc on rachète les parts d'un côté, on les redonne de l'autre, enfin voilà, toute une galère. Et on repart un peu sur le même modèle, c'est-à-dire on est deux à run la boîte avec des responsabilités qui sont très différentes, mais on est vraiment deux à être des décisionnaires. Et en fait, mes leçons de cette période qui a duré pendant 1 an et demi avec ce gars, c'est que en fait, il y a évidemment un complexe d'infériorité que tu as au début, ou une sorte de syndrome d'imposteur que tu as au début. Tu te dis, je vais faire un software, enfin, je me lance dans une boîte de software. Par définition, là, ce qui a de la valeur, c'est le software. Et donc, j'ai besoin d'avoir un mec au capital, cofondateur, qui s'occupe du software. Sinon, les gens, ils vont pas me prendre au sérieux. Ça, en fait, alors oui, évidemment, tu as besoin d'avoir un mec, des devs dans l'équipe qui dev le software, mais cette idée d'avoir un cofondateur technique depuis le début, je me suis rendu compte que c'est pas du tout une obligation et que même dans certains cas, moi, dans mon cas en tout cas, ça a plutôt été un frein qu'une bonne chose. Et le frein, c'est parce que en revenant cette idée de conviction, tu vois, c'est que le marché, il a été très compliqué et que on était un peu les seuls à faire ce qu'on fait. Pendant longtemps, on se posait la question, mais pourquoi on fait ça? Enfin, ça n'a l'air de faire aucun sens. Les données de marché montrent que ça n'a aucun sens. Les revenus de la boîte montrent que ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi on fait ça? Et quand tu es dans cette situation, dans cette phase un peu de 0 à 1, la vision et la conviction, c'est ce qui fait tout. Et soit elle est partagée par les deux cofondateurs, soit elle l'est pas, et si elle l'est pas, il y a un gros problème et tu vas dans le mur. Et donc, un modèle qui fonctionne, c'est qu'il faut que toute la conviction soit, s'il y a qu'un mec qui a la conviction, il faut que ce soit tout sur lui, donc que ce soit le seul founder, que ce soit tout sur lui, que ce soit le seul qui prenne les décisions. Et ensuite, un modèle où tu embauches des gens, tu lèves un petit peu d'argent, tu t'embauches des gens pour s'occuper, pour un peu de dérouler ta vision et construire ton produit. Et si tu es dans un modèle, dans un marché très jeune, où il y a vraiment cette conviction et un peu cette énergie et ce gut que tu as qui est genre, c'est une bonne idée et tu veux résoudre ce problème et peu importe toutes les difficultés que tu rencontres, si ça, c'est pas partagé à 100% par les cofondateurs, tu vas droit dans le mur et c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, 1 an et demi après, lui, il n'avait pas du tout cette conviction. Le marché était au chiottes, le Covid arrive, la crypto chute encore plus. Et lui, il se dit, bon, ouais, j'en ai marre, enfin, je vais faire autre chose, quoi, parce que ça va nulle part. Et là, il m'a vraiment foutu dans la merde, quoi. C'est-à-dire que là, je me suis retrouvé, c'était celui qui s'occupait de toute la partie tech. On était genre 5 ou 6 à l'époque. Et je me suis retrouvé tout seul avec des gars hyper, hyper, hyper juniors. euh, et dont il y a deux autres gars qui sont partis au même moment. On s'est retrouvé littéralement d'une semaine à l'autre à trois euh, avec un produit un peu pété et voilà et genre tout au début du truc et donc ça et ensuite une période très très compliquée de négociation de rachat d'actions qui était une vraie galère, un défocus énorme et donc ça a été une perte de temps, une perte d'énergie de ouf et le nouveau modèle ensuite que j'ai appliqué qui est de ne pas aller chercher un nouveau cofondateur technique mais d'essayer de construire la meilleure équipe autour de moi avec les meilleurs gens. Mais voilà, mais trouver un autre modèle où ces gens-là, tu vas les payer. Là, on ne t'est pas payé. Ces gens-là, tu vas les payer. Évidemment, tu vas leur filer l'equity, mais moins que si c'était des cofondateurs. Mais du coup, les responsabilités sont pas les mêmes. Et moi, ce modèle-là, aujourd'hui, est le modèle qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Et ouais, En fait, ce que c'est ça qui a sauvé le business, en fait, je pense. aussi, ce que les jeunes entrepreneurs ratent, c'est qu'ils pensent toujours que c'est tout ou rien. Tu vois, c'est soit je donne tout de suite de l'equity à un mec, soit je lui en donne pas. Mais en fait, il y a toujours des contrats où l'equity, en fait, où les stocks peuvent se débloquer petit à petit, avec des vestings qui sont appliqués, qui fait que voilà, c'est beaucoup plus linéaire que brutal en escalier. Tu vois, genre soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et voilà, il faut toujours apporter de la nuance dans la manière dont on Ouais, négocie les choses. exactement. Bah, ça, c'est par exemple énorme erreur. C'est vraiment l'erreur de débutant. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui la font, mais c'est vraiment une énorme erreur qui est donc dans ces modèles un peu de contrat que tu mentionnes, donc il y a cette idée de vesting, qui est que tu donnes pas, si tu veux filer 100 actions à un gars, tu lui files pas les 100 actions au premier jour de son contrat, tu lui files les 100 actions sur une timeline que tu décides, généralement sur 4 ans. Et bah, quand j'ai commencé à bosser avec le premier et le deuxième, déjà, je leur ai fait une grande, grande partie de la boîte, enfin quasiment la moitié de la boîte. Et en plus de ça, c'était 100%, il n'y a pas de vesting, 100% était donné dès les premiers jours.
Donc après, si ça marche pas, tu te retrouves dans une situation où la personne peut un peu prendre en otage ses actions, peu importe le montant d'effort qu'il a mis dans la boîte, il est dans son droit légal de prendre en otage ses actions. Donc tu te retrouves dans une position où tu dois lui racheter ses actions, ce qui vraiment, quand t'as rien et que le mec se casse, et que vraiment il se casse vraiment de son bon vouloir, ça fait vraiment mal au cul, quoi. Donc ça, à ne surtout, surtout, surtout pas faire. Et du coup, donc là, tu es dans une situation où tu perds ton associé, pas trop de track record, en plein beer market. Raconte-nous un petit peu cette période de doute. Qu'est-ce qui t'a fait y croire et qu'est-ce qui a été l'élément de déclencheur? Je sais que du coup, il y a eu un rapprochement avec Consensus. Raconte-nous un petit peu ça. Ouais, ouais, D'où l'idée t'est venue. Il me semblait qu'ils avaient des accords aussi assez agressifs. Comment tu as ouais, appréhendé le deal qu'ils t'ont proposé? ouais. Alors il y avait donc il y a le gars qui donc ce gars se barre. Il y avait on avait un conflit sur la roadmap où en gros, enfin des trucs classiques et encore un problème qui était lié à cette organisation qu'on avait de cofondateurs. On n'était pas d'accord sur un truc. Il y avait un gros truc sur lequel je voulais qu'on se concentre, qui était des intégrations avec des logiciels de compta. Et pour moi, c'était ça le produit. Il fallait qu'on release ça. Et tant qu'on n'avait pas release ça, on pouvait pas tester du product, enfin, on pouvait pas avoir du product market fit. Et lui, son rôle, c'était non, non, mais faisons en sorte que le reste marche mieux. Et après, on verra. Donc, quand il est parti, en gros, avec les quelques personnes qui restaient dans la boîte, on a mis la roadmap au chiottes et j'ai refait un truc en disant voilà, maintenant, on va faire que ça. Donc, c'était au mois de juin, au mois de juillet. Et il y a notamment une personne qui est restée, qui s'appelle Gabriel, qui a fait un super, super taf et avec qui j'ai travaillé directement. Je lui dis voilà, aujourd'hui on va faire ça, on a l'été pour faire ça, et ensuite on verra bien. Et donc le ça, c'est ça qui a tout changé, parce qu'en fait, il s'est avéré que ce bet-là, c'était le bon bet, et que quand on a release ce truc-là à la fin de l'été, on a commencé à signer on a commencé à signer des clients, enfin, on a signé plus de clients et des bons clients, et qui a commencé à avoir une traction, et que là, la chance fait, parce il y a de la résilience et il y a de la chance, ça va toujours ensemble, enfin en tout cas pour moi. Et là, le marché s'est complètement retourné, la crypto est complètement repartie et le bull Et le market a DeFi commencé. Summer. Et le DeFi Summer et le bull market. Et là, on s'est retrouvé dans une position où on avait une bonne traction très early, mais une bonne traction, un marché qui poussait. Et donc, en 3 mois, on est passé d'une situation où la boîte était en train de crever à une situation où on a closé on a closé notre premier site. Et le truc avec Consensus, c'était même un an avant ça, euh, où on était un peu là en train de naviguer, un peu de naviguer à vue, on savait pas trop quoi faire, et on a été effectivement approché par Consensus, et il y a ça a été un élément, un truc d'apprentissage assez important. Jusqu'à là, jusqu'au moment où on a été approché par Consensus, on était un peu notre petite bulle dans laquelle tu faisais partie de Station F. On était là en train d'essayer de construire un petit produit à Station F. Et donc, encore une fois, on est B2B. Les boîtes à qui on essayait de vendre, c'était pas trop. Ah, si, elles étaient un peu à Station F, il y avait un peu vous, mais bon, c'était pas nos plus gros clients potentiels. Et donc, les gros clients, ils n'étaient pas là. Et on a été approché par Consensus pour faire leur accélérateur qui était en personne à l'époque et qui était à New York. Et donc, le deal était effectivement un peu agressif, mais il y avait vraiment pas grand chose à perdre parce que il fallait qu'il se passe des trucs dans la boîte et il fallait surtout, j'avais un peu cette intuition qu'il fallait qu'on change de contexte, il fallait qu'on change de bulle et que New York, ça avait l'air d'être une bonne bulle pour faire ça. Euh, et donc, bon, Et le deal Consensus, est c'est un très bon gateway. exactement. Et surtout à l'époque, en fait. À l'époque, ça faisait vraiment partie des grosses boîtes qui marchaient bien. Il y a eu des gros up and down dans Consensus, toujours un gros acteur de l'écosystème, un peu des up and down, mais voilà. Et donc on est parti là-bas. Je suis parti là-bas pendant 6 mois. Et là, en gros, enfin, j'ai pu parler à des gens qui comprenaient ce qu'on faisait, qui avaient un intérêt dans ce qu'on faisait, un vrai intérêt dans ce qu'on faisait, et qui avaient de l'oseille aussi pour payer ce qu'on faisait, quoi. Donc des vrais clients, des cabinets de comptage, genre des Big Four, etc., des EY, des PwC. Et d'un coup, en fait, tu changes de bulle et tu te rends compte que il y a de la valeur dans ce que tu fais et que surtout, tu as des feedbacks qui sont des bons feedbacks et qui ont commencé vraiment qui m'ont aidé à forger un peu ces premières convictions. Donc, pour revenir sur cette situation avec mon cofondateur, cette fight qu'on avait sur la roadmap était vraiment lié d'une conviction qui était née dans ces 6 mois à New York, sur là où devait aller le produit. Et lui, il n'était pas à New York, donc lui, il pouvait pas partager pas ça. Tu vois, ça fait encore partie des déséquilibres de cofondateur. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas en avoir un qui part et l'autre qui reste. Genre, ça marche pas ça. Euh, donc bref,
j'ai un peu mis les trucs dans les deux sens, mais ouais, la boîte a failli mourir. Et de cette conviction qui était née aux US, on a tout mis sur on a tout foutu au shot, on a commencé à bosser dessus, et après la chance a fait que à la fin de l'année, j'ai signé le contrat de rachat d'actions avec lui, et ensuite on a closé notre seed, et, et là la boîte a commencé vraiment, et là il y a eu la deuxième partie de la boîte, la fin des galères et le début du kiff, quoi. Excellent. Raconte-nous un petit peu le début du kiff. Déjà, donne-nous des. Je sais que tu as des beaux noms en clients. Cite-nous-en deux, trois et explique-nous comment tu signes ces gens-là. Ouais, alors on bosse avec beaucoup de grosses boîtes de l'écosystème, on bosse avec des grosses boîtes crypto non régulées, donc des protocoles, des trucs de DeFi, on fait tout le back-office d'Uniswap par exemple, on fait tout le back-office de WorldCoin, Pour OneInch. expliquer, pour expliquer la complexité, parce que tu vois, sur Uniswap, il y a plein de pools. Sur chaque pool, il y a plein de transactions. Donc, en fait, par exemple, Uniswap, ils ont combien de transactions en moyenne par jour Alors, dans un marché comme Unis- Uni- aujourd'hui à alors traquer, Uniswap, nous, on traque pas toutes les transactions qui se passent sur les pools, on traque toutes les transactions dans lesquelles Uniswap Labs, qui est la boîte qui développe les protocoles d'Uniswap, récupère un fee sur les transactions. En gros, sur Uniswap, dès que tu utilises le front-end d'Uniswap, euh, il y a un contrat qui va récupérer un fee, et ça, c'est le revenu d'Uniswap Labs. Et donc, c'est pas toutes les transactions, mais c'est toutes les transactions qui sont faites via le front-end d'Uniswap. Et ça, en gros, et en plus, ils ont décidé au début, ils prenaient des fees que sur deux trois tokens. Et et quand ils ont reçu le Wells Notice de la SEC, ils se sont dit, putain, la facture des avocats, elle va augmenter très, très significativement. Donc, il faut que le revenu augmente très significativement. Et ils ont ton de fee switch. Et donc, en gros, ils ont décidé de récupérer des fees sur toutes les transactions, sur tous les tokens. Et donc, en gros, pour répondre à ta question, ça représente une centaine de millions de transactions par an, comme ça. Donc nous, on processe tout ça et on fait le lien en gros entre le système comptable d'Uniswap Labs et tout ce qui se passe on-chain sur tous les protocoles sur lesquels ils sont live. Donc ça, c'est Uniswap, mais on bosse avec Uniswap, on bosse avec WorldCoin, on bosse avec plein de grosses fondations, genre Optimism, etc. Ensuite, on bosse avec des gouvernements. On fait toute la réconciliation Bitcoin pour le gouvernement du Salvador. Ça, c'est magnifique. un truc un peu funky et très cool qu'on fait. Euh, on a aussi des contrats avec des gouvernements en Europe, c'est des trucs un peu plus confidentiels. Et ensuite, on bosse avec des grosses boîtes régulées crypto, que ce soit des boîtes crypto natives ou des boîtes ou des institutions financières. Et donc là-dedans, on bosse avec Circle, on fait tout le back-office de Circle. On bosse avec Banque Colombia, qui est la plus grosse banque d'Amérique du Sud. Euh, voilà, on bosse avec des trucs de paiement, avec des boîtes de paiement, avec des fintech. Voilà, on a à peu près aujourd'hui genre 350 clients dans 25 pays, euh, C'est principalement toi qui sur as le secteur signé, de la c'est toi qui as signé ces gros clients? C'est moi qui ai signé ces gros clients. Alors, tous les premiers, c'est moi qui les ai signés, mais la majorité de ceux que je t'ai mentionnés, c'est pas moi qui les ai signés, c'est mon équipe revenue. Ok. Bon, ils font du bon boulot en tout cas. Voilà, ils font du beau boulot, ils font du beau boulot. Moi, j'ai signé la première vague. Notre premier gros client, bah, du coup, c'était Consensus. On fait tout le back-office de MetaMask aussi. Euh, et donc, ça, c'était moi. Et les premiers 50 clients, c'est moi. Et ensuite, c'est notre équipe revenue qui fait effectivement bon Je boulot. dis, je dis souvent que le HR, c'est l'un des trucs les plus difficiles qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur, toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du sourcing, au recrutement, à l'onboarding, à la culture pour garder les mecs. Dis-nous un petit peu, c'est quoi toi ton framework rapide sur les recrutes que tu t'embauches? Vu que tu as dit on n'a pas besoin de CTO, il faut trouver les bonnes personnes, monter une bonne équipe. C'est quoi ton framework? Alors, le framework au début, il a un peu changé, mais enfin, il évolue avec la taille de la boîte. Quand on était au début de l'histoire, c'est des gens qui sont curieux, très haut niveau d'énergie, tu vois. Enfin, ça, c'est un truc qui est un peu con, mais ça se voit direct en fait quand tu parles à quelqu'un s'il a beaucoup d'énergie ou pas. Et pour faire ce qu'on fait, comme il y a beaucoup de forces négatives, et ben, il faut avoir beaucoup d'énergie. Et en gros, c'est d'essayer de capter si
à quel point cette personne va être commit en fait dans la boîte et dans la mission. Est-ce que c'est un peu le life job, enfin le job de sa vie un peu, ou est-ce que c'est juste un job qu'il va faire from 9 to 5 quoi. Et ça au début c'est vraiment un truc très important. Et donc au début j'ai fait des très très bons recrutements dans cette deuxième phase avec des gens qui aujourd'hui ont vraiment sont les personnes les plus importantes de notre business. Donc il y a notre CTO Lucas qui nous a rejoint juste après cette deuxième phase et qui est arrivé, qui était assez jeune euh, et et voilà, qui est un gars avec lequel je m'entends super bien et qui est un gars qui a vraiment beaucoup d'énergie et pour qui le taf, c'est juste plus qu'une source de revenus, quoi. Il y a une vraie volonté de s'épanouir à travers le taf. Et en vrai, quand tu réfléchis comme ça, déjà, tu fais une grosse différence entre les gens. Euh, enfin, une très Clairement. grosse différence. T'en mets beaucoup, t'en mets beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup qui sortent de ton pipe très rapidement. Ouais, en Euh, fait, ils sont là pour apprendre, ils sont pas là pour travailler. Exactement, exactement. Et là, il y a et donc là, tu sens qu'il y a des gens qui sont là pour travailler et qui sont là pour grandir avec la boîte, tu vois. Et donc aujourd'hui, Lucas, qui m'avait rejoint au début pour s'occuper de la partie technique, bon, il était CTO depuis le premier jour, mais il est toujours CTO. Il y a une équipe technique de 25 personnes à peu près. Quelques mois après, il y a un qui s'appelle Emand qui nous a rejoint pour devenir Head of Marketing, pour s'occuper vraiment de la partie marketing. Il a grossi avec la boîte. Aujourd'hui, il est VP Revenue, il a une équipe de 20 personnes. Euh, et ces gars-là, c'est des gens qui sont vraiment jeunes, plus jeunes que moi. Je ne suis pas très âgé, mais ils sont plus jeunes que moi. Et c'est des gens qui ont grandi avec la boîte et qui sont épanouis avec la boîte en même temps que moi, en fait. Tu vois. Et on a appris ensemble. Et en fait, ça, cette dynamique-là, c'est ça qui fait que la boîte est successful. Et c'est ça qui fait que la boîte est successful aujourd'hui. Et évidemment, il y a un peu un sujet de coût qui est de toutes les façons. À l'époque, j'avais pas trop le choix de me dire, je vais aller prendre un mec hyper senior plutôt que de prendre ce jeune gars de 26 ans qui a 3 ans d'expérience. Je vais aller prendre ce gars-là qui en a plutôt 10. J'avais pas trop ce choix parce que le budget était assez limité, mais j'ai Et même c'est continué à du faire budget. Il faut ouais, pas le faire en fonction du budget. j'ai continué à faire le même choix encore pendant longtemps, même après avoir levé pas mal de thunes, et même de temps en temps en conflit avec mes investisseurs qui me disent genre là, tu as besoin de renforcer un peu ton jeu, t'as des gens qui sont hyper commit, qui délivrent super bien, etc. Mais il y a un moment, genre, tu as besoin d'avoir des mecs qui ont un peu plus de bouteilles. Et ça, jusqu'à récemment, c'est avéré que dans 90% des cas, c'était pas la bonne approche. Et qu'avoir une équipe de gens qui sont passionnés et qui ont envie de tout donner pour grandir avec la boîte, c'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui a de l'impact. Et souvent, quand tu ramènes un mec qui a beaucoup d'expérience, et la principale raison pour laquelle tu le ramènes, c'est son expérience, généralement, ça fonctionne pas. Enfin, en tout cas, dans notre Mm. boîte, ça fonctionne pas. Ouais, clairement. Euh, je partage ton point. En fait, tu achètes un CV et tu achètes du coup une idée que tu te fais de ce gars, mais tu n'achètes pas son énergie, son commitment, son envie d'apprendre et de Exactement. grandir avec les personnes qui l'entourent. Donc, c'est clairement un red flag. Euh, Parle-nous un petit peu, donc du coup, tu nous as parlé de New York avec Consensus. Je sais que là maintenant, tu es basé à London. Ouais. Raconte-nous un peu cette internationalisation. Pourquoi tu as fait ce choix de London là aujourd'hui? Et, et puis après, dis-nous un peu où en est ta boîte en termes de nombre d'employés, de KPI, de rounds, de levée de fonds. Je sais que c'est assez impressionnant. Et est-ce que tu en as retenu de cette phase de scaling où tu passes de, même quand t'es 20, c'est énorme, à, je crois, 70, 75, je sais plus Ouais. combien tu m'avais dit que t'étais. Ouais. Alors pourquoi Londres? En fait, on en revient à la même chose, c'est que donc nous, on est une boîte B2B, on vend à des boîtes, principalement des boîtes crypto natives. Et ces boîtes-là, elles étaient très peu, au début, elles étaient très peu en France. C'est un peu moins le cas, mais elles étaient très peu en France. Euh, et donc, en fait, assez rapidement, dès que j'ai dû embaucher la première personne non tech, donc pour m'aider sur la partie bizdev, pour m'aider sur la partie account management, etc., il s'est, le truc s'est fait de manière, et ça c'était pas vraiment voulu, mais dans le pipe, j'avais des mecs comme moi qui sont des Parisiens qui sortaient d'HEC et un mec à Londres qu'on m'avait recommandé. Et, euh, et en fait, ici, il restait ces deux-là dans le pipe et j'ai commencé à réfléchir au truc. Ils avaient des qualités différentes, mais voilà, les deux étaient bien. Et en réfléchissant au truc, en fait, je me suis dit, mais je pense que si je commence à construire cette équipe qui est customer facing en France,
tu me tires une balle dans le pied. Parce que moi, j'essaye de vendre à des CFO de grosses boîtes dont la majorité du marché est aux US. C'est même pas qu'ils sont pas en France, c'est qu'ils sont généralement pas en Europe et c'est surtout aux US, surtout à l'époque, un peu moins qu'aujourd'hui, mais surtout aux US. Donc, si je construis mon équipe de sales, qui sont des gens comme moi, qui ont un petit accent français quand ils parlent anglais, et ils sont pas tout à fait confiants sur leur anglais. Moi, je suis assez confiant sur mon anglais, mais bon, il y a un peu ce truc entre langue et la France. En fait, je pense pas que quand mon sales va aller voir ce gros CFO aux États-Unis, je pense il va partir avec un désavantage si à côté de lui, il y a j'ai un concurrent avec une boîte ricaine, avec un sales ricain qui va pouvoir faire des blagues sur je sais pas quoi, sur le golf, etc. Enfin, des trucs. Il y a un fit culturel qui a vraiment beaucoup d'importance, particulièrement dans cette motion de sales B2B. Euh, et donc, j'ai commencé à me dire ça assez rapidement au début. Donc, j'ai choisi le mec qui était basé à Londres. Et depuis ce temps, en fait, toutes les personnes qui sont pas des personnes tech, je les ai toutes embauchées à Londres. Et ensuite, après, j'ai commencé aux US, mais je les ai toutes embauchées à Londres, vraiment pour cette idée-là. Cette idée, c'est qu'on est une boîte internationale, on est une boîte qui est vraiment pas française en termes de marché. Euh, et, euh, et si on devient cette boîte française, si on reste cette boîte française, on va jamais y arriver. Donc, d'un point de vue culturel, d'un point de vue de positionnement et d'un point de vue d'interface avec les clients, il faut pas que ce soit français. Donc, c'était ça le bet initial. Ça, je pense que ça, c'est une des meilleures stratégies, enfin, des meilleures décisions que j'ai prises depuis le début de la boîte, c'est ça. Parce que ça marche très, très bien. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, j'étais basé à Paris. Au bout d'un moment, j'ai bougé à Londres parce qu'il commençait à avoir beaucoup de gens ici. Et moi, en plus, ma vie m'a amené ici. Ma vie m'a amené ici. Ma meuf habite ici. Donc la vie m'a amené ici. Ça m'a permis de changer de contexte, de monde. Du coup, pour Et je suis s'internationaliser, très il heureux faut. ici. Il s'agit pas juste de Aujourd'hui, la changer. boîte, c'est 60, effectivement 70 personnes. Je pense qu'on finira l'année autour de 75-80. On a trois bureaux, un bureau à Paris donc qui est principalement tech et produits. On a un bureau ici à Londres qui est donc customer facing. Ça, c'est des mélanges de sales, de marketing, de customer support, de customer success manager, tout ça. Et on a un bureau aux États-Unis avec une forte concentration de gens à New York. Et là, tu as un peu de tout. Tu as un peu des sales, des gens qui s'occupent des clients, un peu de tout sauf des techs. Donc voilà, c'est 75 personnes. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on en est, on est leader dans notre marché, qui est encore un petit marché, mais on est leader dans notre marché. C'est un marché qui est relativement concurrentiel, mais comme on a commencé il y a longtemps, comme on est assez focus et qu'on n'exécute pas trop mal, on a réussi à renforcer un peu notre position qu'on a sur le marché. Donc on travaille avec à peu près toutes les plus grosses boîtes, enfin tous les plus gros comptes de l'écosystème, généralement, c'est nous qui les avons. Euh, et en termes de levée, on a levé officiellement un peu moins de 12 millions jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est en train de closer un nouveau round. Euh, voilà, c'est pas encore officiel, mais voilà, un petit teaser. Donc, on est en train de closer un nouveau round et qui va être un bon round. Et, Dont l'objectif est quoi? C'est quoi dans l'objectif de le, ce round? dont l'objectif est d'accélérer. En gros, on pense que, tu vois, pendant longtemps, au début, il y avait cette histoire de timing qui était que tu voulais vraiment pas aller trop vite, tu veux pas commencer à dépenser, tu veux pas dépenser, commencer à dépenser du fric trop rapidement parce que le marché il est pas assez présent en 2018, 2019, 2020, c'était trop tôt et donc on était très ligne, on essayait de comprendre un peu ce qu'on voulait faire. On a levé notre premier tour notre premier vrai tour un peu moins d'un million et demi en 2021. Ensuite on a levé 10 en 2022 et là on pense que c'est le bon moment de pouvoir vraiment accélérer et donc de dépenser un peu plus de dépenser un peu plus de cash et en gros d'aller plus agressivement, attaquer plus agressivement notre marché, donc développer plus de produits, donc significativement grossir l'équipe tech, significativement grossir euh, l'équipe euh, l'équipe Vente, produit revenu. et l'équipe de vente et grossir tout ça de manière assez rapidement, enfin c'est assez rapide, pardon, pour pouvoir devenir la plus grosse boîte possible le plus rapidement possible. Donc c'est en fait c'est vraiment le but là, c'est vraiment d'accélérer et de se retrouver aussi dans une position, Sécuriser votre mindshare, quoi. ouais, sécuriser cette position, cette avance qu'on a sur le marché aujourd'hui et, ouais, sécuriser cette avance qu'on a sur le marché aujourd'hui et être dans une position où ensuite on peut, on peut un peu surfer la prochaine vague.
qu'on pense qu'il y a une grosse vague de marché très positive qui arrive, et principalement pour nous, on a un focus très enterprise, très institution, etc. Et on sent que c'est un peu ce qui va fuel le prochain bull market. Et donc, pour positionner la boîte, on peut un peu surfer cette vague de la manière la plus forte possible, quoi. C'est ça l'objectif. Surtout aux US. Être prêt à Tu surfer sais la qui fait. vague et pas se casser la gueule au début, enfin, au moment où la vague commence, quoi. Ouais, ouais, non, mais t'as raison. Et là, clairement, il y a un énorme momentum, et d'autant plus aux US. Juste par curiosité, je voulais revenir sur deux trucs, mais d'abord une question. Tu sais qui fait la compta de MicroStrategy, par exemple? Est-ce que c'est une target que vous avez essayé de... Ouais, c'est une target, on leur a déjà parlé. Et ceux qui font la compta du MicroStrategy, c'est MicroStrategy. Euh, en fait, la En même temps, ils doivent pas complexité, vendre grand-chose, je crois. ouais, c'est pas très compliqué la compta de MicroStrategy parce que c'est juste des lignes d'achat de Bitcoin, il n'y a pas de vente, donc c'est pas très compliqué. Il y a des complexités comptables un peu, mais c'est pas non plus très compliqué. On leur a déjà parlé, on leur a parlé il y a très longtemps et ça l'avait pas fait. On bosse avec des boîtes qui sont assez similaires en termes. On bosse avec des boîtes publiques aux US qui suivent MicroStrategy, qui n'ont rien à voir avec la crypto et qui commencent à mettre des montants assez significatifs en trésorerie. Ça, on le fait, mais c'est pas les plus gros contrats parce que c'est pas là où il y a une grosse complexité de data qui est forte, tu Bien vois, comme sûr. tu peux avoir chez un Uniswap. Moi, je voulais revenir sur un truc que tu as dit qui est, je trouve, ultra important. Et autant moi, j'ai pas encore internationalisé, j'y pense depuis un moment, mais j'ai pas encore trouvé le bon angle. Mais en fait, je crois que tu m'as donné la réponse parce que pour s'internationaliser, il s'agit pas d'ouvrir un bureau à l'étranger ou de parler anglais ou de communiquer en anglais. Il faut surtout recruter des internationaux et des locaux pour justement avoir ce fit culturel, cette connaissance du marché. Et tu viens de m'apprendre un truc. Je sais pas si on m'a bien entendu. Antoine? Antoine, tu m'entends? Antoine, tu m'entends? Ouais, non, tu as cut. Ah merde, excuse-moi. Je disais que tu m'avais appris un truc, que pour s'internationaliser, il ne s'agit pas juste de communiquer en anglais, mais qu'il fallait recruter des personnes internationales et locales Ouais, pour avoir justement ce fit culturel. ah, complètement, C'est pas genre complètement. je recrute quelqu'un en France et je l'envoie à l'étranger. En fait, lui-même, c'est un touriste. Et en plus, je pense que même en termes de dépenses, tu dois lui payer le voyage, son nouveau logement, sa voiture de fonction, etc. Là où en fait un loco est déjà tout set up. Ah ouais, dans 100%, 100%. Et après, en plus, après, ça crée, moi, vraiment des trucs qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est qu'après, déjà, ça te fait tu vois, c'est assez cool, en fait, de créer une boîte avec des gens qui viennent vraiment d'horizons très différents, avec plein de nationalités. Je sais pas combien il y a de nationalités dans la boîte, mais je pense qu'il y en a une dizaine. Parce que dans ces endroits que tu recrutes, que ce soit à Londres ou aux US, bah, il y a aussi enfin, des gens qui ont grandi là-bas, mais qui sont de nationalités différentes, de backgrounds différents, et tu te retrouves vraiment avec une boîte multiculturelle, avec des gens avec des parcours très différents. Et genre, je trouve que humainement, c'est hyper cool, et se dire que tu vas prendre ta petite team de Français, que tu vas l'emmener un peu dans les quatre coins du monde, et que ça va faire ça va faire un géant mondial. Je pense que je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, quoi. Que c'est pas la C'est un manière peu la plus naïf. fun de le faire, et c'est pas la manière la Ouais. plus efficace de le faire. Ouais, clairement. Bon, on a dépassé les 50 minutes. C'était assez ouf. J'aimerais bien te laisser finir sur le message que tu te donnerais à toi-même quand tu as commencé Crypto. Si tu pouvais remonter le temps là et apparaître à ton plus jeune toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, enfin, garde le même niveau de conviction et confiance, baisse pas les bras. Euh, Genre, future is bright, it's gonna work well, it's going to work well. And ouais, genre un peu, genre trust the process. Et en vrai, c'est ce qui s'est passé. Et je suis content dans les différents moments où j'aurais pu baisser les bras de pas le faire. Et ouais, c'est ça le truc principal aussi. Et après, il y a des trucs plus tactiques que je me dirais. Il y a des erreurs tactiques que j'ai faites par manque d'expérience, que si je devais me donner des conseils à mon plus jeune moi, voilà, j'aurais ces conseils un peu tactiques pour aller plus vite, pour dépenser moins de thunes, voilà. Mais, euh, mais genre, et confiance.
et confiance dans la conviction, et confiance dans les convictions, et confiance dans ce que se disent un peu tes tripes. It's gonna be fine. T'es on mute. Excuse-moi. Tax pour ce partage. Ça m'a fait penser à un autre truc là, du coup, sur lequel je veux rebondir. Euh, Durant ton parcours entrepreneurial, quelle typologie de personnes tu considères avoir été Je t'entends plus. de meilleurs conseils? Bon. Tu m'entends? Je disais, ouais, ça doit être mieux là. Ouais. Je disais pendant ton aventure entrepreneuriale, où est-ce que tu prends les conseils? Qui est-ce que tu juges être de bons conseils? Est-ce que c'est plus tes investisseurs? Est-ce que c'est plus ton comité de direction? Bah écoute, ça a pas mal changé ça change pas mal au fur et à mesure de l'histoire de la boîte. Euh, il y a un peu de deux, ouais, il y a des gens, il y a toujours eu des gens sur ma cap table qui m'ont toujours aidé. Ces personnes-là, elles sont différentes en fonction en fonction de là où t'en es. C'est pas forcément les investisseurs principaux qui ont été à chaque fois les plus, enfin, les plus efficaces, ceux qui m'ont aidé le plus. Mais voilà, après ici, il y avait il y avait quelqu'un qui avait mis un petit ticket de 20 000 balles pendant le tour et qui en fait s'est avéré être vraiment un des conseils précieux avec lesquels j'ai bossé pendant longtemps. Donc il y a des comme ça des mecs sur la cap table qui m'ont beaucoup aidé. En fait, il y a un truc que j'ai fait qui est peut-être un conseil un peu tactique pour des gens qui lèvent de l'argent, qui est un truc qui a bien marché, qui est que qu'on a levé le tour d'après, 10 millions en 2022. Il y a un moment où on pouvait closer le tour, mais on a décidé avec le VC qui lidait le tour, qui s'appelle Point9, qui est un super VC, on a décidé de pouvoir d'ajouter sur la cap table des expertises très spécifiques qui allaient pouvoir m'aider à un moment dans la boîte. Et donc, en mappant un peu tous les grands départements grands départements, on est allé chercher genre un mec qui est qui était genre un expert de customer success, par exemple. Donc, il était genre Chief Customer Success Officer chez GoCardless, qui est une très grosse boîte fintech au, au UK. Donc, il a pris ce gars, il a mis un petit ticket. C'est la première fois qu'il mettait un ticket dans une boîte. Et en gros, l'idée, c'était, bon, voilà, t'es là, tu suis l'aventure. Et si Enfin, en gros, on peut bosser ensemble quand je vais grossir cette équipe. On a fait la même chose sur le produit, on a fait la même chose sur les sales, et j'ai même fait la même chose sur le people. Je suis allé chercher quelqu'un qui est head of talent, qui était head of talent depuis des années de top boîte tech en France et qui m'a aidé à certains moments sur des sujets people que j'avais. Et donc, toutes ces expériences-là, et à chaque fois, c'est des petits tickets, et à chaque fois, c'est des mecs qui ne sont pas des business angels professionnels. La plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils mettaient des tickets, et on les rencontrait via les réseaux via le réseau de mes investisseurs. Ça a très bien marché. Et ces gens-là, à des moments précis, ils m'ont vraiment filé des conseils très, très précieux. Donc toujours Euh, faire de la place à de la donc smart money. ça, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé. Après, les VC de mon dernier tour euh, m'ont beaucoup aidé à structurer la boîte, à réfléchir à comment construire une boîte, pas sur le point de vue de ce qu'on fait, pas sur le point de vue de marché, mais vraiment comment tu structures une boîte, comment tu structures une organisation, comment tu fais un truc qui scale, comment tu fais un truc aussi enfin, une structure qui est un peu, enfin, dans lequel, quand les investisseurs vont regarder un peu la manière dont est structurée ta boîte, tu vois, tout ça va faire sens. Vraiment aider à faire maturer un peu ton organisation. Ça, les différents VC et Insister sur de la particulièrement smart money, Point9 quoi. m'a, nous a beaucoup aidé. On a d'autres VC, on a Alven aussi qui est rentré dans le tour d'avant avec Bartosz qui nous ont beaucoup aidé. Donc ça, ces gens-là, ils m'ont beaucoup aidé sur ces trucs vraiment de comment tu construis une boîte. Moi, sur des sujets très précis, mais comment tu construis une boîte. Et enfin, aujourd'hui, c'est tout. Il y a toujours des VC qui m'aident et c'est ceux-là, ils continuent à m'aider. Et j'ai un coach aussi qui est pas au board, mais j'ai un coach que je paye et, euh, et qui m'aide énormément à pouvoir me scaler un peu moi-même, à comprendre un peu, tu vois, comment je peux être un meilleur CEO et comment je peux C'est pas aussi parce que tu as davantage dit deux kiffer ce que vies. je fais, comment Ouais, je peux davantage m'épanouir bien sûr. parce que tu as un peu un truc où à un moment, ton rôle, tu as l'impression que c'est un peu genre un peu d'éteindre des feux à droite à gauche et tu es toujours en train de bouger d'un truc à un autre. T'as pas trop cette impression de pouvoir grandir et de pouvoir t'épanouir.
Et donc lui, il m'aide à ça. Et voilà, c'est un top gars qui était C-level dans des très grosses boîtes tech, Ça, c'est une autre, chez Klarna, etc. c'est une autre morale. C'est pas parce que tu as levé 10 millions que t'as pas besoin d'aide, quoi. Faut toujours rester humble et on a toujours besoin d'aide pour atteindre le niveau au-dessus. Antoine, tu me entends? Je disais, c'est une bonne morale parce que c'est pas parce que tu as levé 10 millions que t'as plus besoin d'aide. En fait, on a toujours besoin il faut rester humble et Ah ouais, toujours prendre l'aide qui clairement, ouais. nous est, qui s'offre à nous pour pouvoir atteindre les niveaux successifs. Exactement, exactement. Et ce sera toujours le cas, hein. Ce sera toujours le cas. Tu as toujours besoin Exactement. d'un mec qui a vu l'étape d'après, hein. Exactement, exactement. Donc restez ouverts et restez humbles, guys. All right, Antoine, on a fait le tour, mec. Merci beaucoup. Encore une fois, j'ai tellement de nostalgie à nous revoir à Station F, toi à l'incubateur BNP, nous à l'incubateur blockchain, avec Laszlo de Kin, avec les mecs de Hatka, tous ces rendez-vous qu'on enchaînait. En fait, on découvrait tout, quoi. C'était ouf et je suis très heureux de voir on est encore là aujourd'hui. Merci pour ton temps, Eh ben mec. moi Si tu as aussi. le mot de la fin, je te le laisse. Sinon, on peut couper. Non, non, bah écoute, le mot de la fin, c'est croyez en vos rêves, il n'y a rien à perdre. Et au pire, si tu foires, tu trouveras autre chose, quoi. Clairement. Thanks. Au revoir tout le monde. Salut, J'espère que vous Bilal, à avez passé plus. un excellent moment. Ciao, ciao. Ciao, à plus, ciao.